Une semaine avant le mariage, j'ai entendu mes parents chuchoter, nous utiliserons son argent pour acheter les billets. Puis nous l'abandonnerons à l'aéroport. Le grand jour, ils serraient ces billets très fort, mais leur plan a été contrecarré. Ils ont crié. Ils ont supplié. Ils ont fait exploser mon téléphone. Et moi? J'étais aux Maldives. 110 appels manqués. Utilise son argent pour les billets. Elle ne s'en apercevra même pas avant que nous soyons déjà à la porte. La voix de ma mère fendit l'air recyclé de l'aéroport Cleveland Hopkins comme un couteau dentelé. Elle retentit des haut-parleurs du plafond, déformés par l'électricité statique, mais indubitable dans sa cruauté. 47 personnes attendant à la porte C14 pour le vol vers Hawaï se figèrent. Une cuillère en plastique cliqueta sur le sol en linoléum. Le faible bourdonnement du distributeur automatique sembla disparaître, remplacé par un silence si lourd qu'il pressait contre mes tympans. Je me tenais derrière un pilier en béton à 6 mètres de distance. Le panneau d'accès de maintenance était ouvert à côté de moi, mon pouce appuyant fort sur l'écran de mon téléphone. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, un rythme frénétique que je sentais dans ma gorge, mais ma main était ferme. Puis la voix de mon père répondit des haut-parleurs, lasse et indifférente. Et après? Elle finira par le découvrir. Le rire de ma mère crépita au-dessus de ma tête, un son qui autrefois me poussait à rechercher son approbation. Maintenant, cela ressemblait juste à du métal qui grince sur du verre. Et alors? Nous serons à Hawaï. Elle sera coincée au terminal. Le temps qu'elle trouve comment réserver à nouveau, le mariage sera terminé. Au comptoir d'enregistrement, Doreen Keegan se raidit. Elle se retourna, ses yeux scannant le plafond comme si le bâtiment lui-même l'avait trahi. À côté d'elle, mon père Frank abaissa lentement son journal, son visage se vidant de sa couleur jusqu'à correspondre à sa barbe grise. Et Paige, ma sœur, la mariée en or, se tenait la bouche ouverte, sa perche à selfie pendante dans sa main. Je sortis de derrière le pilier, mon sac messager me rentrant dans l'épaule, lourd de mon ordinateur portable et des disques durs qui contenaient toute ma vie. Je ne portais pas les chemises florales de vacances assorties sur lesquelles ils avaient insisté. Je portais mon blazer noir et les bottes confortables que j'utilisais pour les inspections de site. C'est ma mère, dis-je clairement. Je ne criais pas, mais dans le silence mortel du terminal, ma voix porta jusqu'aux dernières rangées. Elle prévoit de m'abandonner à l'aéroport, en utilisant l'argent qu'elle a pris de mon compte pour acheter son propre billet. Les têtes se tournèrent. Cela se produisit par vagues. Une ondulation de jugement traversa la foule. Une femme en tailleur abaissa son téléphone. Un homme tenant un tout petit endormi plissa les yeux vers mes parents. Vivien, ma mère hurla mon nom. Ce n'était pas un salut. C'était un ordre. Elle fit 2 pas vers moi, ses mains tendues, griffes apparentes de panique. Éteins ça. Qu'est-ce que tu fais? Éteins ça tout de suite. Je la regardais. Je la regardais vraiment. Pendant 42 ans, j'avais regardé cette femme et vu l'autorité, le juge et le jury. Aujourd'hui, je ne voyais qu'une femme en chemisier en polyester qui avait sous-estimé la fille discrète. Je touchai l'écran une dernière fois. La diffusion se termina, mais le mal était fait. Et juste pour être sûr, j'appuyai sur envoyer sur l'ébauche de mails qui étaient en attente sur mon téléphone. 287 invités au mariage venaient de recevoir le fichier audio accompagné de 12 ans de relevés bancaires et des documents de prêt falsifiés qu'elle pensait que j'avais oubliés. Profitez d'Hawaï, dis-je sans un tremblement. Je leur tournai le dos. Je tournai le dos aux sanglots d'incrédulité de Paige et à la rage balbutiante de mon père. Mon vol embarque dans 20 minutes. Et je ne vais pas là où vous pensez que je vais. 3 semaines plus tôt, je croyais encore que j'étais le problème. Mon appartement à Lakewood était un sanctuaire d'ordre. Les livres étaient alignés par hauteur. Les comptoirs en granit étaient essuyés jusqu'à ce qu'ils reflètent la lumière bleue de l'horloge du micro-ondes. C'était la maison d'une analyste principale en sécurité informatique qui passait ses journées à traquer les vulnérabilités dans les systèmes des autres, mais ignorait les failles béantes de sa propre vie. J'étais assise sur un tabouret de bar, mâchant une fourchette de pâte froide que je ne pouvais pas goûter. Le silence dans la pièce n'était pas paisible. Il était lourd, un poids physique qui s'installait dans les coins et sous les meubles. Vivien Marie Keegan, 42 ans, divorcée, sans enfant, fiable. Le téléphone sur le comptoir vibra. Je le fixai.
L'écran s'illumina d'une notification du chat de groupe familial. Le grand jour de Paige. Mon estomac se serra. C'était un réflexe physique immédiat et douloureux comme de toucher un poil chaud. Je m'essuyai les mains sur une serviette, même si elles étaient propres, et pris l'appareil. Maman, les filles, nous devons finaliser les vols. Le mariage est dans 3 semaines. Paige, OMG. Maman, je sais que le lieu vient d'envoyer la chronologie mise à jour et c'est parfait. Maman, Vivien, tu as déjà réservé? Ton père et moi sommes sur le 7h15 de Hopkins. Paige, aussi, Vive, peux-tu apporter ton ordinateur portable professionnel? Le cousin de Derek a besoin d'aide avec quelque chose. Je relus les messages. Apporter l'ordinateur portable. Aide au travail. Pas une question sur ma robe. Pas une question sur si je voulais me détendre. Juste une assignation de tâches. Je n'étais pas une invitée. J'étais une utilité. Maman, Vivien. Maman, bonjour. Mon pouce plana au-dessus du clavier. Je devais taper quelque chose. Je tapais toujours quelque chose. Conciliatrice. Réparatrice. Paillasson. Je réserverai ce soir. Je tapais les mots. Puis je les effaçais. À quelle heure devrais-je? Je l'effaçais aussi. Le curseur clignota, un pouls rythmique moquant mon hésitation. Dans mon travail, nous appelons cela une attaque par déni de service. Quand les requêtes arrivent si vite et si fort que le système s'arrête. Le téléphone sonna dans ma main. Maman, je répondis au deuxième coup, mémoire musculaire. Salut, maman. Tu as vu le chat? Sa voix était vive, trop vive, le ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose de cher. J'ai besoin que tu réserves ton vol ce soir. Nous prenons tous le même. Ce sera plus facile. J'étais justement sur le point de. Aussi, je pensais, puisque tu es, tu sais, seul, peut-être pourrais-tu aider avec certains des coûts? Paige est déjà stressée par le budget. Voilà, la pression. Bien sûr, maman. Les mots avaient un goût de cendre. Je raccrochais et regardais ma cuisine vide. Tout était propre. Tout était payé. Et je me sentais suffocante. Le lendemain, la salle des serveurs de l'Ohio Valley Bank bourdonnait du son réconfortant de 1000 ventilateurs de refroidissement. C'était mon sanctuaire. Ici, les règles étaient binaires, des 0 et des 1. Accès accordé ou accès refusé. Tu as l'air de quelqu'un qui a supprimé son répertoire Racine. Joël s'appuya contre le mur de mon bureau. Il avait 58 ans avec une barbe plus sale que poivre et des yeux qui avaient vu chaque faille de sécurité dans la région des 3 États depuis les années 90. Il tenait une tasse qui disait « J'annule les garanties ». Affaire de famille. Je ne levais pas les yeux de mes moniteurs. Je traquais une attaque par force brute sur notre pare-feu, regardant les lignes rouges de code défiler. C'était plus facile que d'établir un contact visuel. Le mariage. Comment as-tu su, gamine? Tu as eu cette expression chaque fois que ta famille est mentionnée au cours des 3 dernières années, comme si tu calculais des itinéraires d'évasion d'un bâtiment en feu. Il tira une chaise de rechange et s'assit avec un gémissement. La chaise grinça, un son aigu dans le faible bourdonnement de la pièce. Ma mère veut que j'aide à nouveau avec les coups. Combien cette fois? Elle n'a pas précisé. Elle ne le fait jamais. Comme ça, elle peut toujours demander plus. Joël but une gorgée de son café. Il fit une grimace, mais je savais que ce n'était pas le goût. Tu sais ce que j'ai appris de mon deuxième divorce? Ne jamais co-signer un prêt. Ne jamais prêter de l'argent que tu t'attends à récupérer. Et ne jamais faire confiance à quelqu'un qui dit que la famille ne tient pas les comptes, parce qu'ils tiennent les comptes. Ils ne veulent juste pas que tu vois le grand livre. J'arrêtai de taper. Les lignes rouges sur l'écran se brouillèrent. Il avait raison. Ma mère avait un grand livre dans sa tête. Chaque changement de couche, chaque trajet à l'entraînement de football, chaque repas qu'elle avait cuisiné depuis 1982 était enregistré comme une dette que je ne pourrais jamais rembourser. Mais mes paiements, mes sacrifices, cela était juste attendu. Tu sais, tu peux dire non, n'est-ce pas? La voix de Joël était plus douce maintenant. Je peux? Ce n'est pas une question rhétorique, Vive. Je demande,
Sais-tu vraiment que tu as le droit de dire non? Les ventilateurs des serveurs ronronnaient. Quelqu'un dans le couloir rit. Des sons normaux dans un monde normal où les gens avaient des limites. Je vais y réfléchir. Non, tu ne le feras pas. Joël se leva et tapota le mur en tissu de mon bureau. Mais l'offre tient. Tu as besoin de parler. Je suis là et j'ai du matériel dans le garage qui pourrait être utile si les choses deviennent intéressantes. Des micros paraboliques. Des trucs amusants. Il me fit un clin d'œil, mais ses yeux étaient sérieux. Le dimanche arriva avec l'inévitabilité d'un audit fiscal. La maison de mes parents à Parma sentait la même chose depuis 30 ans. Rôti de peau, carottes trop cuites et vernis à meubles au citron. C'était une odeur qui déclenchait une lourde sensation de léthargie dans mes membres dès que je montais sur le porche. Dans le salon, la télévision hurlait Fox News. Mon père, Frank, était assis dans son fauteuil inclinable, un verre de whisky suant sur le sous-verre à côté de lui. Il ne leva pas les yeux quand j'entrais. Il ne le faisait jamais. Doreen était dans la cuisine, hachant agressivement du céleri. Son téléphone était posé contre le sucrier et le visage de Paige remplissait l'écran. Vive, regarde. Ne sont-ils pas parfaits? Paige tendit une paire de sandales incrustées de strass à sa caméra. La mère de Derek les a trouvés sur Etsy. Ils sont jolis. Jolis? Juste jolis? Mon Dieu, tu es tellement. Peu importe. Maman, tu lui as parlé de la chose? J'y arrivais. Ma mère s'essuya les mains sur un torchon. Elle se tourna vers moi, son visage se composant en un masque de préoccupation maternelle. Vivien, ton père et moi pensions, puisque tu n'amènes personne, peut-être pourrais-tu t'occuper des sacs de bienvenue? Tu as le temps. Je travaille à temps plein, maman. Tu travailles avec des ordinateurs. Tu peux le faire de n'importe où. Aide juste ta mère, Vivien. Mon père parla depuis le salon. Il n'avait pas tourné la tête. Sa voix était un grondement sourd. Un verdict final rendu sans regarder les preuves. Aide juste ta mère. Le mantra de mon enfance. Aussi, ma mère s'approcha. Elle sentait les oignons et le parfum cher. Et c'est juste pratique. Nous avons réalisé que les vols seraient moins chers si nous les réservions ensemble. 4 billets, tarif de groupe. Tu veux que je réserve les billets de tout le monde? Eh bien, tu as cette carte avec les miles, tu auras les points. C'est ma carte professionnelle, maman. Alors, tu le mettras sur les dépenses. C'est ce que Paige a dit que Derek fait. La logique était pleine de trop. Je ne pouvais pas dépenser les voyages en famille. C'était de la fraude. Mais discuter de logique avec Doreen Keegan, c'était comme essayer de clouer de la gelée au mur. Elle changerait juste de prémisse jusqu'à ce que ce soit moi qui m'excuse. D'accord, je les réserverai. Je le dis parce que j'étais fatigué. Je le dis parce que l'air dans la maison était trop épais pour respirer. Je le dis parce que c'était plus facile de payer 4000 $ que d'endurer 4 heures de culpabilité. Tu vois, ce n'était pas si difficile. La famille s'entraide. Ma mère rayonna. C'était une expression terrifiante. Merci, Vive. Tu es la meilleure. D'accord, je dois y aller. Les parents de Derek sont là. Je t'aime. Au revoir. L'écran devint noir. Tu restes pour le match, demanda mon père à la pièce en général. J'ai du travail. Je n'en avais pas. Je devais juste sortir avant de commencer à crier. Je marchais jusqu'à ma voiture, ma poitrine serrée, mon portefeuille se sentant déjà plus léger. Je déverrouillai la porte et m'assis sur le siège du conducteur. J'avais accepté de réserver les vols. J'avais accepté de payer. Je m'étais jeté dans le piège sans même voir les dents. Le dimanche après-midi suivant à Parma fut gris et suffocant, le genre de temps qui donnait l'impression d'une couverture de laine humide drapée sur le ciel. Je n'étais de retour chez mes parents que parce que j'avais oublié mon chargeur de téléphone lors de la marche forcée du déjeuner dominical. J'aurais pu en acheter un nouveau. J'aurais dû en acheter un nouveau. Mais ma mère m'avait envoyé 3 SMS. Ton chargeur est toujours là. Quand viens-tu le chercher? Traduction, reviens. Nous n'avons pas encore fini avec toi. Je me suis laissé entrer par la porte d'entrée.
La maison était silencieuse, sentant la naphtaline et l'odeur douce et rance du pot pourri qui n'avait pas été changé depuis 1998. Je savais exactement quelle planche de bois grinçait dans le couloir, une carte du silence que j'avais mémorisée adolescente, essayant d'exister sans être remarqué. Je passais au-dessus de la planche qui grinçait près du placard à manteau et me dirigeais vers la chambre d'amis. Des voix flottaient de la chambre de mes parents. La porte était entr'ouverte, juste un interstice. Alors, quel est le problème? La voix de mon père, impatiente, le son d'un homme qui voulait retourner à son fauteuil inclinable. Le problème, c'est qu'elle s'attendra à y aller. Tu sais comment elle est. Ma mère. Sa voix était plus basse que d'habitude, dépouillée de la douceur performative qu'elle utilisait en public. Je me figeai. Ma main plana au-dessus du mur, mes doigts se recroquevillant sur le papier peint texturé. Dis-lui juste. Lui dire quoi, Franck? Qu'elle n'est pas vraiment invitée? Ce n'est pas comme ça qu'on gère Vivien. Elle fera une scène. Alors, que suggères-tu? Mon souffle se coupa. Pas vraiment invitée. Les mots planaient dans l'air poussiéreux du couloir. Une petite confusion à la porte. Peut-être que son billet est annulé. Peut-être qu'il y a une erreur avec sa carte d'identité. Le temps qu'elle le découvre, nous sommes déjà en train d'embarquer. Tu veux l'abandonner à l'aéroport? Je veux un mariage paisible pour Paige sans que l'énergie de Vivien ne gâche tout. D'ailleurs, même si elle le découvrait après, qu'est-ce qu'elle ferait? Faire une scène? Ce n'est pas une personne à faire des scènes. Le couloir sembla s'incliner sur le côté. M'abandonner à l'aéroport. Pas une désinvitation douce, pas une conversation difficile sur les budgets. Une humiliation calculée. Ils allaient me laisser faire mes bagages. Me laisser conduire à l'aéroport, me laisser me tenir là, ma carte d'embarquement à la main, espérant que pour une fois je faisais partie de l'unité, et puis ils allaient me laisser derrière. Je reculai. Je ne respirais pas avant d'être sorti par la porte d'entrée, mon chargeur oublié sur la table de nuit de la chambre d'amis. J'atteignis ma voiture garée dans la rue avant que mes jambes ne lâchent. Je m'effondrai sur le siège du conducteur, le cuir collant froid contre mon dos à travers ma chemise. Mes mains tremblaient si violemment que je ne pouvais pas mettre la clé dans le contact. Je me suis juste agrippé au volant, mes phalanges blanchissant, fixant la pelouse bien entretenue de la maison où j'avais grandi. L'abandonner à l'aéroport. Les mots tournaient en boucle dans ma tête, un fichier corrompu qui ne voulait pas se fermer. Ce n'était pas juste ça. Ce n'était jamais juste ça. J'avais 8 ans, debout sur une scène d'école dans un costume que j'avais fabriqué moi-même, scrutant le public à la recherche de visages qui n'étaient pas là parce que Paige avait un match de football. J'avais 16 ans, remettant $400 de l'argent de mon babysitting parce que maman avait dit que Paige avait besoin d'un uniforme de cheerleader tout de suite et que je pourrais toujours économiser à nouveau. J'avais 30 ans, fixant un avis de recouvrement pour un prêt parental que je n'avais jamais signé, écoutant ma mère dire que j'en faisais toute une histoire pour rien. 42 ans. 42 ans à essayer d'être assez bonne, assez utile, assez silencieuse, et la récompense pour une vie de silence était un plan pour me laisser bloquer à une porte d'embarquement pendant qu'ils s'envolaient vers le paradis avec ma carte de crédit. Je suis leur fille, dis-je à voix haute à la voiture vide. Ça sonnait pathétique. Je suis leur fille. Mon téléphone vibra dans le porte-gobelet. Je regardais. Un SMS de Doreen. Vivien, tu as encore oublié ton chargeur. Tu reviens le chercher? Je fixai l'écran. La cruauté décontractée me brouilla la vue. Elle venait de comploter pour me jeter comme un bagage. Et maintenant, elle m'envoyait un SMS à propos d'un câble à $5. Quelque chose en moi se brisa. Ce ne fut pas un grand fracas. Ce fut le son silencieux et terrifiant d'un support structurel qui cède. Je pouvais retourner là-dedans. Je pouvais crier. Je pouvais exiger des réponses. Et il ferait ce qu'il faisait toujours. Il me dirait que j'étais folle. Il dirait que j'avais mal entendu. Il me ferait douter de ma propre santé mentale jusqu'à ce que je m'excuse d'avoir écouté aux portes. Où je pouvais fuir, réserver un billet pour nulle part, disparaître. Mais alors, je serais la méchante qui a abandonné le mariage de la famille. Non. Mes mains cessèrent de trembler. Je mis la clé dans le contact et la tournai. Le moteur rugit à la vie,
un son mécanique stable qui me calma. J'avais 3 semaines. J'avais 12 ans de formation en sécurité de l'information. Je savais comment monter un dossier. Je savais comment documenter une menace. Je partis sans regarder la maison. Cette nuit-là, mon appartement était sombre. Je n'avais pas allumé une seule lumière. La lueur de la ville à l'extérieur filtrait à travers les stores, projetant des bandes d'ombre sur le sol. J'étais assise sur mon canapé, un verre de vin intact sur la table basse, le téléphone pressé contre mon oreille. Alors, si je comprends bien. La voix de Joël était rauque de sommeil et d'incrédulité. Tes parents prévoient d'utiliser tes miles pour voler à Hawaï, et leur plan pour toi est de te laisser tomber à la porte. Oui. Et tu les as entendus dire ça explicitement. Il y eut un long silence. J'entendais Joël bouger, le clic d'un briquet, puis une forte expiration. Gamine, j'ai travaillé dans la sécurité d'entreprise pendant 30 ans. J'ai vu des détournements de fonds, des fraudes, des menaces internes, mais ça. Ton propre sang. Je ne dis rien. Il n'y avait rien à dire. La vérité était un poids physique dans la pièce. À quoi penses-tu, Vive? Je pense que j'ai besoin de preuves. Je pense que j'ai besoin d'enregistrements. Je pense que j'ai besoin de documents qu'ils ne pourront pas manipuler, qu'ils ne pourront pas nier, et dont ils ne pourront pas se défaire en pleurant. J'entendis Joël se redresser. Le mode mentor s'activait. D'accord, nous sommes en Ohio. Connais-tu les statuts? J'hésitais. Consentement d'une partie. Bingo. La voix de Joël s'aiguisa. L'Ohio est un État à consentement d'une partie. Cela signifie que tant que tu fais partie de la conversation, tu peux légalement l'enregistrer. Même s'ils ne le savent pas, même si tu es chez eux, tant que tu es une participante, tu es en règle. Une vague de soulagement me submergea, froide et clarifiante. Je n'avais pas besoin d'être une criminelle pour obtenir justice. Je devais juste être un témoin. Et pour les conversations dont je ne fais pas partie? C'est plus délicat. Mais si tu es dans un espace public où il n'y a pas d'attente de vie privée, ou si le microphone est juste assez sensible pour capter les bruits de fond pendant que tu es à proximité, eh bien, la technologie est une chose amusante. Je regardais les bandes de lumière sur le sol. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire encore, Joël. Mais je sais que j'en ai fini avec le silence. C'est peut-être suffisant pour l'instant. Viens au bureau demain. J'ai des jouets qui pourraient t'aider. Joël marqua une pause. Vive, quoi que tu décides de faire, tu n'es pas folle. Ce qu'ils font est réel et tu as tout à fait le droit de te protéger. Merci, Joël. Je raccrochai. Pour la première fois en 6 heures, je pris une profonde inspiration. Je marchai jusqu'à mon bureau à domicile et m'assis au bureau. La lueur bleue de l'écran de mon ordinateur portable illumina mon visage. J'ouvris le tiroir inférieur de mon classeur, celui avec la serrure, et sortis la boîte ignifuge. Je composai le code. Le loquet cliqua. À l'intérieur, la trace écrite de mon effacement, les documents de prêt étudiant avec la signature qui ressemblait presque à la mienne, mais avec une boucle sur le V que je n'avais jamais faite. Les relevés bancaires montrant 12 ans de paiement, $892 par mois. Les emails que j'avais envoyés demandant un remboursement, ceux qui avaient été rencontrés par le silence ou des sentiments de culpabilité. Je les étalai sur le bureau. Cela ressemblait à une planche d'enquête sur une scène de crime. Il m'avait déjà volé $47 000. Maintenant, il voulait me voler ma dignité. Il voulait que je me tienne à cette porte et que je pleure pour qu'il puisse dire à tout le monde que j'étais instable. J'ouvris un nouveau dossier sur mon lecteur cloud chiffré. Je l'appelais Projet Famille. Je créais des sous-dossiers, documentation, audio, communication, chronologie, contingence. Mes doigts planèrent au-dessus du clavier. C'était ça. Le moment où je cessais d'être la fille et où je commençais à être l'analyste, j'allais documenter ma propre famille comme un acteur hostile parce que c'est exactement ce qu'ils étaient. Je saisis la première entrée, chronologie dimanche. Conversation entendue entre les parents. Il prévoit de m'abandonner à l'aéroport après avoir utilisé mon argent pour les billets. Je cliquais sur enregistrer. Je regardais la barre de sauvegarde se charger jusqu'à ce qu'elle devienne verte. Puis je tendis la main vers le verre de vin et pris une gorgée.
Il était tiède, mais je le buvais quand même. La chasse avait commencé. Mardi soir, je me retrouvais dans le garage de Joël, un espace qui sentait intensément la soudure, l'ozone et le vieux carton. C'était un atelier converti qui ressemblait moins à un garage de banlieue qu'au décor d'un film d'espionnage de la guerre froide, si les espions avaient un problème d'accumulation. Les murs étaient tapissés d'étagères métalliques gémissant sous le poids de racks de serveurs, de câbles emmêlés et de moniteurs datant de l'administration Clinton. Joël dégagea un espace sur son établi, repoussant un drone à moitié démonté et une tasse sur laquelle on pouvait lire ciseaux le plus passable du monde. C'est le microphone parabolique, dit-il en ouvrant une mallette en nylon noir. À l'intérieur gisait un appareil qui ressemblait à une parabole en plastique attachée à une poignée de pistolet. Portée d'environ 90 mètres si les conditions sont bonnes. Il capte les chuchotements à travers des murs fins et du verre. Je l'ai acquis légalement auprès d'un ami détective privé qui a pris sa retraite en Floride. Est-ce légal pour moi de l'utiliser? Je passai mon doigt le long du bord de la parabole. Elle était froide et clinique. Nous sommes en Ohio, vive. Joël s'appuya contre son établi, croisant les bras sur sa chemise en flanelle. Le consentement d'une seule partie s'applique aux conversations dont tu fais partie. Mais cette petite merveille, c'est pour quand tu es assise dans ta voiture au bout de la rue. S'ils crient avec la fenêtre ouverte ou s'ils sont dans un parc public, c'est de bonne guerre. Ne le pointe pas vers une chambre fermée à un pâté de maison et tout ira bien. Il fouilla dans un tiroir et en sortit 2 petits objets. L'un ressemblait à un stylo à billes standard. L'autre était une coque de téléphone volumineuse. Le stylo enregistre 8 heures d'audio de haute qualité, utile pour les tables de dîner. La coque de téléphone. Il me la lança. Je la rattrapai. Elle était lourde, solide. C'est un préamplificateur et un microphone omnidirectionnel haute fidélité intégrés directement dans la coque. Il se connecte via Bluetooth à une application cryptée que je viens d'installer sur ton téléphone. Il diffuse directement sur le serveur cloud privé que j'ai configuré pour toi. Même s'ils prennent ton téléphone, l'audio est déjà parti. Sûr et sauf. Je plaçai mon téléphone dans la coque. Elle s'adaptait parfaitement. C'est du vrai équipement, Joël. De la surveillance professionnelle. Je prévois de surveiller ma propre famille. La pensée avait un goût métallique dans ma bouche. Parce que ta propre famille prévoit de te trahir. La voix de Joël était dénuée de pitié. Il énonçait des faits comme nous énoncions les protocoles de violation au travail. Tu es sûr de ça, gamine? Une fois que tu commences à enregistrer, tu ne peux pas désentendre ce que tu captes. Ce n'est pas comme supprimer une ligne de code. Ça reste avec toi. Je les ai désentendus pendant 42 ans. J'ai supprimé les commentaires désobligeants, le déni, le favoritisme flagrant. Je pense qu'il est temps de commencer à écouter les données brutes. Joël hocha lentement la tête. Une dernière chose, interrupteur d'homme mort. Et si quelque chose tourne mal? Si tu te blesses ou s'il le découvre et essaie de te faire taire, j'ai mis en place un script. Si tu ne te signales pas avant une certaine heure le jour du vol, le système envoie automatiquement tout le contenu de ce dossier cloud à une liste que tu crées. Un avocat, un journaliste, ta tante, qui tu veux. Tu penses qu'il me ferait du mal? Je le demandai par réflexe, mais la question resta en suspens dans l'air, lourde et inconfortable. Je pense que les gens font des choses imprévisibles quand ils sont acculés et les narcissiques n'aiment pas perdre le contrôle. Une assurance n'a jamais fait de mal à personne. Il me raccompagna à la porte. La nuit de banlieue était calme, les grillons chantant dans l'obscurité. Vive, il ne s'agit pas de vengeance. Pas vraiment. De quoi s'agit-il alors? Il s'agit de preuves. Des preuves que ce qui t'est arrivé est réel. Que tu n'es pas folle. Que tu n'es pas celle qui a tort. Il me regarda, son expression s'adoucissant juste un peu. Parfois, c'est la seule clôture que tu obtiens. Je rentrai chez moi avec l'équipement sur le siège passager, le traitant comme une cargaison fragile. La nuit suivante, l'écran de mon ordinateur portable brillait dans l'obscurité de mon salon. Je travaillais sur une bouteille de Pinot Grigio, non pour le goût, mais pour le flou qu'elle offrait. Mon téléphone sonna. Un SMS de Paige. Vive, Dieu merci. Le formulaire RSVP est encore cassé. Derek a essayé de le réparer, mais il l'a empiré. Lol.
Je fixai le message. Ma sœur, l'influenceuse, elle pouvait naviguer sur 3 algorithmes de médias sociaux différents, mais ne pouvait pas gérer un simple formulaire web. Peux-tu y jeter un œil? Je te donne un accès administrateur. Le login est Page Direct 2024. Le mot de passe est Forever, merci. Tu es la meilleure. Elle ajouta 2 émojis cœur. Je saisis les identifiants dans le portail de Bacan du site web du mariage. Le tableau de bord se chargea. Elle me donnait les clés du royaume. Je cliquai sur l'onglet Liste des invités. 287 invités confirmés. Je cliquai sur Exporter les données. Un fichier CSV se téléchargea instantanément. Je l'ouvris. C'était une feuille de calcul de pur levier. Nom, numéro de téléphone et, surtout, adresse email. Chaque tante qui m'avait dit que je devais juste sourire davantage. Chaque cousin qui m'avait demandé pourquoi je n'étais pas encore marié, les amis de mes parents du country club, toute la famille élargie de Derek. Je fis défiler les noms. Je vis des gens qui seraient au mariage, des gens qui siroteraient du champagne et porteraient un toast aux jeunes mariés, complètement inconscients de la fille laissée à une porte d'aéroport. Page voulait que je répare un formulaire RSVP cassé. Je pouvais faire plus que le réparer. Je pouvais envoyer un email à chaque personne sur cette liste. Je pouvais joindre les fichiers audio que Joël m'avait aidé à configurer. Je pouvais leur montrer exactement à quoi ressemblaient vraiment les valeurs de la famille Keegan. Ma main plana au-dessus du fichier. Je le glissai dans le dossier crypté que Joël avait créé. Formulaire corrigé, ça devrait marcher maintenant. Je lui envoyai un SMS en retour. OMG, tu es un sauveur. Que ferions-nous sans toi? Je regardai son message. Que feriez-vous sans moi? Vous êtes sur le point de le découvrir. Le dimanche arriva de nouveau, incessant et gris. Je me garai dans l'allée de mes parents à Parme. La maison avait la même apparence que toujours, une coloniale en briques qui projetait stabilité et succès de la classe moyenne. Mais cette fois, tout était différent. J'avais le microphone parabolique enfermé dans le coffre de ma voiture, pointé vaguement vers la maison, bien que je ne l'utiliserais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais le micro. La coque de téléphone que Joël m'avait donnée était lourde dans la poche de mon blazer. J'avais appuyé sur le bouton d'enregistrement avant même de détacher ma ceinture. À l'intérieur, l'odeur du pot-au-feu était suffocante. Mon père était dans son fauteuil. Ma mère mettait la table. Vivien, tu arrives juste à temps. Elle sourit. C'était le sourire qu'elle portait quand les choses allaient selon son plan. Assieds-toi. Assieds-toi. Nous avons tant de choses à revoir. Je m'assis. Je dépliai ma serviette. Je vérifiai le niveau de l'eau dans mon verre. J'étais une espionne dans ma propre vie, observant la scène à distance pendant que mon corps exécutait les mouvements. Alors, ma mère joignit les mains. Ton père et moi te retrouverons à l'aéroport. Porte c'est 14, 5h30 du matin. Ne sois pas en retard. J'y serai. Je le dis calmement. Ma main effleura ma poche. Le microphone captait tout. Et tu as les numéros de confirmation sur mon téléphone. Bien. Elle jeta un coup d'œil à Franck, un regard rapide et conspirateur que j'aurais manqué il y a 3 semaines. Maintenant, je le voyais pour ce qu'il était. Le regard d'un objet lourd déplacé avec succès. Bonne fille. Les mots me frappèrent comme une gifle. Bonne fille. Comme si j'étais un golden retriever qui avait enfin appris à ne pas sauter sur les meubles. Je forçai un sourire. Je hochai la tête. J'acceptais d'apporter les sacs de bienvenue. J'écoutais 20 minutes de Doreen Keegan parlant de la façon dont ce mariage allait être l'événement social de la saison, à quel point tout devait être parfait. Vivien, mon père parla. Il avait baissé sa fourchette et me regardait avec des yeux plissés. Tu sembles différente aujourd'hui. Mon cœur tambourinait contre la coque de téléphone dans ma poche. Différente? Comment? Calme. Je suis toujours calme, papa. Il me fixa un long moment. Il cherchait une faille. Il cherchait la défiance qu'il avait passé 40 ans à étouffer. Il grogna et se tourna vers la télévision. Je finis mon repas. Je débarrassai la table. Je jouai mon rôle jusqu'à la toute dernière seconde.
Quand je regagnai ma voiture, je sortis le téléphone. J'arrêtai l'enregistrement et mis mes écouteurs. Porte c'est 14, 5h30 du matin. Ne sois pas en retard. La voix de ma mère résonna, nette et claire. Ne t'inquiète pas, maman. Je serai à l'heure. Cette nuit-là, mon appartement me parut différent. Le silence n'était plus vide. Il était plein d'attente. J'étais assise à mon îlot de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert sur un site de réservation de voyage. Un verre de vin à moitié vide était posé à côté du pavé tactile. Je saisis les paramètres de recherche. Départ de Cleveland Hopkins. Date, le même jour que le mariage. Je filtrai pour la première classe. Je ne cherchais pas Hawaï. Je ne cherchais nulle part où ma famille avait jamais été. Tokyo, Londres, Paris. Trop proche. Trop familier. Je fis défiler. Denpasar, Bali. 24 heures de voyage. Plusieurs escales. Un endroit de l'autre côté du monde. Un endroit où le nom Kigan ne signifiait absolument rien. Je regardais le prix. C'était cher, extravagant. C'était exactement le montant que j'avais économisé pour la mise de fonds d'une maison que je n'étais pas sûr de vouloir acheter. À 14 000 kilomètres de distance. Personne que je connaissais n'y était jamais allé. Personne ne penserait à me chercher là-bas. Ce n'était pas fuir. Fuir, c'est ce que les enfants faisaient quand ils avaient peur. C'était une extraction. C'était une relocalisation stratégique d'un actif de grande valeur. Moi. Je fis planer le curseur sur le bouton de réservation. Mon doigt toucha le pavé tactile. Clic. L'écran se rafraîchit. Votre vol pour Denpasar a été réservé. Je me reculai sur la chaise. L'air dans l'appartement sembla circuler pour la première fois depuis des années. Ils allaient m'abandonner à l'aéroport et j'allais disparaître, mais pas comme ils l'avaient prévu. Je fermai l'ordinateur portable. Je lavai mon verre de vin et le mis dans le porte-verre. Je me rendis dans ma chambre, m'allongeai sur les draps frais et propres, et pour la première fois depuis des semaines, je dormis toute la nuit. Le mardi soir suivant, le soleil se coucha sur Parme, projetant de longues ombres violacées sur les pelouses de banlieue. J'étais assise dans ma berline garée à 3 maisons de la coloniale de mes parents. Le moteur était éteint. Les fenêtres étaient entr'ouvertes d'un pouce pour laisser passer le câble sans le pincer. Sur le siège passager reposait la mallette en nylon noir que Joël m'avait donnée. J'avais assemblé le microphone parabolique avec la précision d'un tireur d'élite assemblant un fusil. La parabole était dirigée à travers l'espace dans les haies du voisin, pointée directement vers la fenêtre de la cuisine que ma mère laissait toujours ouverte pour laisser s'échapper la chaleur du four. J'ajustai les écouteurs sur mes oreilles. Le monde se réduisit à un sifflement statique. Un chien aboya à 2 rues de là, sonnant comme un coup de canon dans mes oreilles. Je réglai le bouton de gain. La statique se dissipa, remplacée par le cliquetis d'argenterie sur la céramique. As-tu entendu? Elle ne vient pas ce soir, la voix de ma mère. C'était étonnamment clair, comme si elle était assise sur le siège arrière de ma voiture. Un truc de boulot, grogna mon père. Le bruit d'une chaise raclant le linoléum. Pratique. Elle est bizarre ces derniers temps. Tu penses qu'elle sait? C'est quoi? Nous n'avons encore rien fait. L'histoire de l'aéroport. Ma prise se resserra sur le volant. Le cuir grinça sous mes gants. Ne sois pas ridicule. Vivien ne se doute de rien. Elle est trop confiante. C'est ça son problème. J'arrêtai de respirer. Trop confiante? C'était mon défaut. C'était la faille dans le code source. D'ailleurs, même si elle le découvrait après, qu'est-ce qu'elle ferait? Faire une scène? Ce n'est pas une personne à faire des scènes. Et l'argent? Qu'est-ce qu'il en est? Elle a mis les vols sur sa carte. C'est son choix. Elle pensait qu'elle allait venir. Elle a supposé. Nous n'avons jamais promis. J'écoutais le bruit du vin versé. Le glouglou amplifié par l'équipement de haute technologie sur mes genoux. Honnêtement, Franck, nous lui rendons service. Elle serait malheureuse au mariage, assise seule pendant que tout le monde danse, regardant Paige obtenir tout ce qu'elle n'a pas. De cette façon, elle évite l'humiliation en étant humiliée différemment,
en restant chez elle où elle est à l'aise. Je tendis la main et arrêtai l'enregistrement. Le fichier fut automatiquement sauvegardé sur le disque cloud crypté. 7 minutes et 34 secondes. Une faveur. Je fixai le tableau de bord. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était une rage froide et vibrante qui commençait dans ma moelle. Il réécrivait la réalité en temps réel. Ils me dépouillaient de mon argent et de ma dignité et ils appelaient cela une gentillesse. Tu penses que je ne suis pas une personne à faire des scènes, maman? Je passai la vitesse, gardant les phares éteints jusqu'à ce que je tourne le coin. Tu as raison. Je ne vais pas faire de scène. Je vais en produire une et tu en seras la vedette. 2 jours plus tard, j'étais assise dans un café près de l'aéroport international Cleveland Hopkins. L'air sentait l'espresso brûlé et le kérosène. Toutes les 3 minutes, les fenêtres tremblaient alors qu'un Boeing montait dans le ciel gris de l'Ohio. Dana était assise en face de moi. Elle portait son uniforme bleu de la TSA, son badge captant la lumière fluorescente stérile. Nous avions été colocataires à l'université, avant que je ne devienne le distributeur automatique de billets de la famille et qu'elle ne devienne une défenseur de première ligne de la sécurité aérienne. Je veux m'assurer qu'ils s'entendent sur le système de sonorisation en public. Dana arrêta de remuer son latte. Elle me regarda, les yeux écarquillés. C'est audacieux, Viv. Peux-tu m'aider? Je pourrais perdre mon emploi. Je sais. Je ne te demande rien d'illégal. J'ai juste besoin d'accès pendant 30 secondes. Dana soupira et regarda par la fenêtre le tarmac. Viv, je sais que ta famille est difficile, mais est-ce vraiment nécessaire? Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je déverrouillai mon téléphone. Je tirai un fichier PDF. C'était le scan du document de prêt parent plus d'il y a 12 ans. Celui avec la signature qui bouclait sur le V. Ils ont falsifié ma signature sur un prêt de 47 000 $ pour l'éducation de Paige. Je l'ai remboursé pendant 12 ans. Ils sont allés en croisière. Dana prit le téléphone. Elle zooma. Elle regarda la date, le montant, la signature. Elle me regarda de nouveau et je vis le changement dans ses yeux, la transition du scepticisme à l'horreur. Jésus, tes propres parents. Mes propres parents. Elle me rendit le téléphone. Elle but une longue gorgée de son café, regardant autour du café pour s'assurer que personne n'écoutait. Je ne te donne rien d'officiel. Elle se pencha, sa voix baissant en un murmure qui dépassait à peine le sifflement de la machine à expresso. Mais il y a un panneau d'accès de maintenance près des toilettes à la porte C14. Il est utilisé pour les tests de système. Si tu entends par hasard que le code d'accès est 7734 et si le terminal est occupé tôt le matin, la sécurité pourrait ne pas remarquer quelqu'un à ce point d'accès pendant environ 60 secondes. 7734 merci. Ne me remercie pas, assure-toi juste qu'il parle assez fort pour que tout le monde entende. Nous nous levâmes. Elle me serra dans ses bras, une étreinte féroce et protectrice qui sentait l'amidon d'uniforme et le parfum de vanille. Vive, une fois que ce sera fini, viens à la fête d'anniversaire de mes enfants, d'accord? Tu as toujours des excuses. Après ça, je n'aurai plus rien à cacher. 5 jours avant le mariage, j'étais assise devant mon ordinateur portable dans mon bureau à domicile. La lumière de la caméra était verte. Sur mon écran, l'appel vidéo était divisé en 4. Mon visage était en haut à gauche, soigneusement neutre. Mes parents étaient dans leur salon à Parme. Paige était en Californie. Un arrière-plan flou et ensoleillé derrière elle qui ressemblait à une photo de stock du paradis. Un logiciel d'enregistrement d'écran fonctionnait invisiblement en arrière-plan. Porte C14. 5h30 du matin. J'y serai. Yay! J'ai hâte. Ce sera le plus beau mariage de tous les temps. Paige claqua des mains. Sa bague de fiançailles en diamant brillait sous le soleil californien. Maintenant, à propos de la cérémonie. Vivien, tu géreras la table des cadeaux. La voix de ma mère était douce, professionnelle. La table des cadeaux. Quelqu'un doit surveiller les cartes. Tu es tellement responsable. Je gardai mon visage impassible. La table des cadeaux. C'était la tâche. Ne pas être avec la famille, ne pas lire un verset, ne pas même être assise au premier rang. J'étais la garde de sécurité pour les grille-pains et les chèques,
debout près de la porte pendant que la vraie famille célébrait. Cela avait du sens dans leur version fantaisiste de la journée où j'arrivais à Hawaï malgré leur sabotage. Je devais quand même être invisible et peut-être venir directement de l'aéroport au lieu de réception. Pas besoin de prendre une chambre d'hôtel pour une nuit. Mon père intervint. Je hochai la tête. Il planifiait la logistique d'un voyage qu'il s'assurait activement que je ne ferais jamais. C'était un cours magistral de méthode acting. Bien sûr, tout ce dont vous avez besoin. C'est ma bonne fille. Ma mère sourit. Je mis fin à l'appel. J'arrêtai l'enregistrement d'écran et sauvegardai le fichier. Tout ce dont j'avais besoin était maintenant documenté. Chaque mensonge, chaque détail logistique, chaque surnom condescendant. 3 semaines de preuves se trouvaient sur mon disque dur, organisées et sauvegardées. Maintenant, je devais juste trouver comment livrer la charge utile. La nuit précédant la dernière répétition, mon appartement était silencieux à l'exception du cliquetis de mon clavier. Il était 2h34 du matin. J'avais l'ébauche de mail ouverte. Le champ avait été rempli de 287 adresses. Objet, à propos de la famille Keegan. Je commençais à taper le corps du texte. J'envoie ceci parce que vous assistez au mariage de Paige Keegan et que vous devriez savoir quel genre de famille vous célébrez. 6 juin, des enregistrements de mes parents planifiant de m'abandonner à l'aéroport après avoir utilisé mon argent pour leurs billets. Ce n'est pas un nouveau comportement. Je m'arrêtai. Je le relus. Ça sonnait en colère. Ça sonnait brut. Ça sonnait comme les divagations d'une femme amère qui avait bu du vin à 2h du matin. Si je paraissais folle, il gagnait. Si je paraissais émotive, Doreen le manipulerait. Pauvre Vivien. Elle fait une crise. Je surlignai le texte et appuyai sur supprimer. Je pris une inspiration. Je devais être l'analyste. Je devais présenter les données et laisser les anomalies parler d'elles-mêmes. Je recommençai. Certains d'entre vous sont de la famille, d'autres sont des amis. Vous méritez tous de connaître la vérité. Veuillez écouter les enregistrements 6 juin, puis décider ce que la famille signifie pour vous. Simple, direct, irréfutable. J'attachai les fichiers audio, la confession du parking, le plan d'abandon à l'aéroport, l'appel vidéo m'assignant à la table des cadeaux. J'attachai le PDF du prêt falsifié. Je déplaçai le curseur vers le bouton d'envoi programmé. 5h32 du matin le jour du départ. 2 minutes après avoir commencé la diffusion à la porte. Je cliquai sur Programmer. L'email disparut dans la boîte d'envoi, une bombe à retardement numérique attendant que le compte à rebours atteigne 0. Je ne l'envoyais pas encore, mais l'arme était chargée. Je fermai mon ordinateur portable et marchai jusqu'à la fenêtre. Les lumières de la rue de Lakewood bourdonnaient en contrebas. Tout était prêt. Maintenant, il ne me restait plus qu'à exécuter. 3 jours avant le mariage, je passai les portes vitrées coulissantes de l'aéroport international Cleveland Hopkins. Il était 6h du matin et le terminal bourdonnait d'une énergie anxieuse spécifique aux voyageurs matinaux. L'air sentait les bretzels anti-anès et la cire à plancher. Je tenais une tasse de café que je n'avais pas l'intention de boire. Mon sac messager était en bandoulière, la sangle ajustée à la longueur exacte qu'elle aurait le jour du départ. Je n'étais pas là pour voler. J'étais là pour répéter. Je lançai le chronomètre à mon poignet en passant le contrôle de sécurité. Je marchais à un rythme normal, me faufilant entre les familles, traînant des valises surdimensionnées, et les hommes d'affaires vérifiant leurs montres. Porte C14. Il me fallut exactement 8 minutes et 12 secondes pour l'atteindre depuis le contrôle. Je me tins près du kiosque Hudson News, faisant semblant de feuilleter un rayon de magazine pendant que j'étudiais l'agencement. La zone de la porte était actuellement vide, attendant un vol pour Atlanta. Le pupitre était silencieux. Les rangées de sièges en vinyle noir étaient inoccupées. À ma droite, à 9 mètres, se trouvait la porte d'accès de maintenance que Dana avait décrite. Elle était peinte d'un beige discret, se fondant parfaitement dans le mur à côté des toilettes. Je vérifiai ma montre, marchai jusqu'à la porte de maintenance, 47 secondes. Je m'en approchai. Je regardai à gauche, puis à droite. Pas de sécurité, pas de curieux, juste un concierge vidant une poubelle. À 15 mètres, le dos tourné. Je composai le code que Dana m'avait donné. 7734.
La poignée cliqua. Je me glissai à l'intérieur et laissai la porte se refermer doucement derrière moi. La pièce était petite, sentant la poussière et la chaleur électrique sèche. Des câbles exposés couraient le long du plafond comme des veines colorées. Dans le coin, comme promis, se trouvait le panneau d'accès PA. C'était un modèle plus ancien, une simple boîte grise avec une prise d'entrée audio standard. Je sortis mon téléphone de ma poche. Mes mains étaient fermes. Il y a 3 semaines, elles auraient tremblé. Maintenant, c'étaient les mains d'un chirurgien se préparant à faire la première incision. Je branchai le câble dans la prise. J'ouvris l'application d'enregistrement vocal. Test. Test. Je chuchotai les mots dans le microphone. À l'extérieur dans le terminal, ma voix résonnerait à travers les haut-parleurs aériens, une annonce fantomatique au milieu des appels d'embarquement. Je débranchai le téléphone et ressortis dans le couloir. Le concierge était parti. Une famille s'installait dans les sièges de la porte C14, se disputant à propos de snacks. Je passai devant eux. De la porte de maintenance à la porte C24, d'où partirait la première étape de mon vol vers Bali, il y avait 12 minutes de marche. Je fis le calcul dans ma tête en marchant vers la sortie. Jouer l'enregistrement, 60 secondes. Marcher vers la sortie de maintenance, 30 secondes. Dégager la zone, 2 minutes. Embarquer mon vol avant que quiconque ne pense à me chercher, 10 minutes. La chronologie était serrée, mais elle tenait. Au moment où ma mère réaliserait que sa voix était diffusée à tout l'aéroport, je serais déjà fantôme. Au moment où mon père comprendrait que je ne reviendrais pas, je serais dans un siège de première classe, sirotant du champagne. Je sortis dans l'air frais du matin de l'Ohio. Une pluie légère tombait, rendant le trottoir glissant, mais je ne sentais pas le froid. Pendant 42 ans, j'avais été celle qui ne savait pas les choses. J'étais celle qui découvrait les vacances en famille après qu'elles aient été réservées. J'étais celle qui apprenait le prêt falsifié par un agent de recouvrement. J'étais celle qui était toujours surprise de voir à quel point je comptais peu. Plus maintenant. Je déverrouillai ma voiture et jetai mon sac sur le siège passager. Maintenant, j'étais celle qui savait. 2 jours avant le mariage, mon appartement à Lakewood était baigné par la lumière dorée du coucher de soleil. Des poussières dansaient dans les rayons qui traversaient mon salon, se déposant sur les surfaces propres de ma vie. Mon ordinateur portable était ouvert sur la table basse. Le dossier intitulé Projet Famille était centré sur le bureau. À l'intérieur, les fichiers étaient alignés comme des soldats, les enregistrements audio, le PDF du prêt, l'ébauche de mail adressée à 287 personnes. Je versai un verre de vin et m'assis sur le canapé en appelant Joël. Il répondit au premier coup de sonnerie. Rapport de situation. Sa voix était rude, accompagnée du bruit de la frappe en arrière-plan. 5h30 du matin, dis-je en me penchant en arrière sur les coussins. La famille arrive à la porte C14. J'arrive séparément. Ils pensent que je suis juste en retard pour garer la voiture. L'enregistrement est prêt à être diffusé. 60 secondes de maman et papa planifiant tout. L'email est programmé pour être envoyé à 5h32. 2 minutes après que je lance l'audio. Joël fredonna en signe d'approbation. Ton vol. Premier tronçon vers Chicago, puis Tokyo, puis Denpasar. Porte C24. Embarquement à 6h15. Commutateur d'hommes morts. Armée. Si je ne me signale pas avant midi, heure de Bali, tout est envoyé à un avocat. 3 journalistes étant truites. Je pris une gorgée de vin. Il avait meilleur goût qu'il y a des semaines. Plus riche. C'est parfait, Joël. Chaque variable est prise en compte. Chaque stratégie de sortie est cartographiée. Gamine, je dois dire que c'est le démantèlement le plus complet que j'ai vu en 30 ans de travail dans la sécurité. Merci. Tu te sens prête? Je regardais autour de mon appartement. Il me semblait temporaire maintenant. Un lieu de préparation pour une vie que je laissais derrière moi. Je me sens libre pour la première fois de ma vie. J'ai l'impression d'avoir du pouvoir. J'entendis Joël arrêter de taper. Le silence sur la ligne s'étira. Vive. Oui. Fais attention. Quel ennemi? Ils ne le savent même pas. Je sais que tu sais. Je fis une pause, le verre de vin à mi-chemin de mes lèvres.
Tu penses qu'il se doute de quelque chose? Je pense que l'excès de confiance est le sentiment le plus dangereux au monde. Cela te rend négligente. Cela te fait rater les petites choses. Vérifie tout. Ne suppose rien. Tu deviens paranoïaque. Je suis professionnel. Il y a une différence. Je fronçais les sourcils au téléphone. Il gâchait le moment. Je voulais me prélasser dans la victoire que je pouvais déjà goûter. Je voulais savourer le sentiment d'être le prédateur au lieu de la proie. Ma mère a survécu 67 ans en lisant les gens, continua Joël. Et si elle te lisait? Elle voit ce qu'elle veut voir, dis-je, ma voix se durcissant. Elle voit un paillasson. Elle voit un distributeur automatique. Elle ne me voit pas. Fais juste attention à tes arrières, Vive. Les plombs ne survivent pas au contact avec l'ennemi. Je le ferai, Vive. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas la méchante de cette histoire. Souviens-toi de ça. Je raccrochai et regardai l'ordinateur portable. Tout était prêt. Le plan était solide. La logique était saine. Mais les mots de Joël résonnaient dans la pièce silencieuse. Les plombs ne survivent pas au contact avec l'ennemi. Je secouai la tête, écartant le doute. J'étais celle qui avait le microphone. J'étais celle qui avait les preuves. Je fermai l'ordinateur portable d'un coup sec. Cette nuit-là, je rêvais de plages que je n'avais jamais vues. Le lendemain matin, la veille du départ, je me réveillai sous un ciel gris et l'odeur de ma cafetière automatique. Je m'assis et tendis la main vers mon téléphone. Il avait chargé sur la table de nuit, face vers le bas. Je le retournai. Il y avait une notification de message que j'avais manqué la veille dans mon triomphe. Salut Vive, c'est Mégane, l'amie de Paige. Nous nous sommes rencontrés à la fête de fiançailles. Petite question. Je fais un montage vidéo surprise pour le mariage. Aurais-tu de vieilles photos de famille à partager? Surtout avec tes parents et vous, les enfants, en grandissant? Je fixai le message, frottant le sommeil de mes yeux. Juste des préparatifs de mariage. Juste une amie essayant d'être utile. Je commençais à taper une réponse. Bien sûr, je peux en trouver. Je m'arrêtai. Pourquoi Mégane me demandait-elle? Je n'étais pas l'archiviste de la famille. Je ne gardais pas les albums. Ma mère le faisait. Doreen Keegan avait des étagères pleines d'albums photos chronologiquement organisés et étiquetés. Si Mégane voulait des photos de nous en grandissant, maman était la source évidente. À moins que Mégane n'ait déjà demandé à maman. Je posai le téléphone sur le matelas. J'entendais la voix de ma mère aussi clairement que si elle se tenait dans la pièce. Oh, nous n'avons pas beaucoup de photos avec Vivien. Tu sais comment elle est. Jamais là pour les photos. Toujours cachée dans sa chambre avec ses ordinateurs. Réécrire l'histoire encore. S'assurer que même le montage ne m'incluait pas. Ou peut-être qu'elle ne voulait juste pas se souvenir de la fille qu'elle était sur le point d'abandonner. Ma poitrine se serra, mais la douleur était lointaine maintenant. C'était comme appuyer sur une ecchymose qui avait déjà jauni. Ça n'avait pas d'importance. Dans 2 jours, ils auraient beaucoup de contenu pour un montage. Les nouvelles locales auraient probablement des séquences. Je pris le téléphone et supprimai le brouillon. Je ne répondis pas à Mégane. Demain, tout change. Demain, ils découvriront ce que ça fait d'être pris au dépourvu. Demain, je cesserai d'être invisible. Je sortis du lit et allai à la cuisine pour me servir mon café. Je ne le savais pas alors, mais les murs se refermaient déjà. À 21h ce soir-là, mon appartement à la queue haute ressemblait moins à une maison qu'à un salon de départ. Mon bagage à main était près de la porte, emballé avec une précision militaire. Pas les imprimés tropicaux et les chapeaux de soleil que ma mère avait suggérés pour Hawaï, mais des pantalons en lin et des tuniques légères, adaptées à la chaleur humide d'Indonésie. Mon ordinateur portable était ouvert sur la table basse, l'écran projetant un pâle rectangle bleu sur le plafond. L'ébauche de mail était toujours là, en attente. 287 destinataires. Mon téléphone sonna. L'écran s'illumina d'une photo de ma mère souriante lors d'une garden party, un verre de chardonnay à la main. Je pris une grande inspiration, la retenant pendant 4 secondes avant d'expirer. Bonjour, maman. Vivien. Juste pour prendre des nouvelles.
Tout est emballé. Sa voix était vive, frénétique, comme un oiseau piégé dans une maison. Prête à partir. Bien, bien. Tu sais, je pensais, pourquoi ne viendrais-tu pas ce soir? Dors ici. Comme ça, nous pourrons tous partir pour l'aéroport ensemble demain matin. Je me figeai. Ma main se resserra autour du téléphone. En 42 ans, mes parents ne m'avaient jamais demandé de dormir chez eux avant un voyage. C'était moi qui conduisais. C'était moi qui les retrouvais au terminal. J'étais le satellite qui orbitait autour de leur planète, jamais autorisé à atterrir. J'ai du travail de dernière minute à terminer, maman. Je vous retrouverai à l'aéroport. Tu es sûr? Ce serait tellement plus facile si. Je suis sûr. Il y eut une pause sur la ligne, un silence lourd et texturé. Tu as été différente ces derniers temps, Vivien. Différente comment? Je ne sais pas, distante, secrète. Tu me disais tout avant. Je ne lui ai jamais tout dit. Je lui ai dit ce qu'elle voulait entendre, ce qui était généralement des excuses ou une offre d'argent. Juste stressé par le travail. Tu sais comment c'est. Fin de trimestre. Eh bien, ne sois pas en retard demain. 5h30, porte C14. Je sais, maman. Je serai là. Vivien. Oui. Tu sais que nous t'aimons, n'est-ce pas? Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang, créant des ondulations de malaise plutôt que de réconfort. Il sonnait répété, creux. Je sais, maman. La famille est tout. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, répétai-je la phrase, testant son poids. Je veux juste dire que la vie est imprévisible, mais la famille reste unie. Bonne nuit, maman. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Je fixai le téléphone. Quoi qu'il arrive, elle savait. Elle ne connaissait pas les détails. Elle ne connaissait pas les enregistrements ou le billet pour Bali, mais elle sentait le changement dans l'atmosphère. C'était un prédateur qui pouvait sentir le vent changer de direction. Je marchai jusqu'à la fenêtre et regardai la rue sombre. Une voiture était au ralenti 2 maisons plus loin, probablement juste un voisin, mais mon cœur battait la chamade. 1h30 plus tard, un coup à la porte brisa le silence. Ce n'était pas le coup poli d'un livreur. C'étaient 3 coups secs et autoritaires. Je me levai, mon pouce accélérant. Il était 22h30. Je n'attendais personne. Je marchai jusqu'à la porte et regardai par le Judas. Frank Keegan se tenait dans le couloir. Mon père portait sa casquette des Indians de baseball et un coupe-vent que je n'avais pas vu depuis des années. Il se tenait seul, les mains enfoncées dans les poches, fixant le grain de bois de ma porte avec une expression plate et impassible. Frank ne me rendait jamais visite. En 5 ans que j'avais vécu ici, il était entré dans mon appartement exactement 2 fois. Les 2 fois pour déménager des meubles qu'il jugeait trop lourds pour moi. Je déverrouillai le pêne dormant, mais laissai la chaîne en place. J'ouvris la porte de 5 centimètres. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi entrer, Vivien. Ce n'était pas une requête. C'était la voix qu'il utilisait quand il voulait que le volume de la télévision soit baissé. Je déverrouillai la chaîne et ouvris la porte. Il entra, apportant avec lui l'odeur de l'air froid de la nuit et de la fumée de cigarettes rances. Il n'enleva pas sa casquette. Il ne s'assit pas. Il resta simplement au centre de mon salon, regardant autour de lui comme s'il inspectait un bien locatif. Ta mère s'inquiète pour toi. Je lui ai dit que je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu agis bizarrement depuis des semaines. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je pense que si. Il tourna son regard vers moi. Ses yeux étaient larmoyants et fatigués, mais il y avait une dureté en eux que je reconnaissais. C'était le regard qu'il me donnait quand je demandais des choses que je ne devrais pas vouloir. Il passa devant moi vers le couloir, vers le sac près de la porte. Qu'est-ce que c'est? Il désigna du doigt un doigt calleux l'étiquette de bagage attachée à la poignée de mon bagage à main. Je sentis le sang se retirer de mon visage. J'avais rempli l'étiquette 3 jours plus tôt dans un élan d'excitation. Non, Vivien Keegan. Destination, Dampazar. Dampazar, lut-il en plissant les yeux. Ce n'est pas Hawaï. C'était une erreur d'amateur stupide.
Le genre d'erreur qui faisait se faire démasquer les agents sur le terrain. C'est une vieille étiquette, dis-je rapidement, ma voix sonnant faible. Je suis allé à Bali il y a 2 ans. Tu n'es jamais allé à Bali. Comment le sais-tu? Parce que tu n'es jamais allé nulle part, Vivien. Tu travailles. Tu viens au dîner du dimanche. C'est ta vie. La cruauté de la déclaration flottait dans l'air entre nous. Elle n'était pas prononcée avec malice, ce qui la rendait pire. Elle était prononcée comme un fait. Le ciel est bleu. L'eau est mouillée. Vivien n'a pas de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis fatigué, papa. Je suis fatigué d'être. Je m'arrêtais. Le masque glissait. D'être quoi? Le silence emplit la pièce, épais et suffocant. D'être invisible, d'être tenu pour acquise. Il me regarda, puis me regarda vraiment, et je le vis. La reconnaissance. Je sais que tu nous as entendus. Les mots étaient silencieux, mortels. Ce dimanche, tu as oublié ton chargeur. J'eus l'impression qu'il m'avait frappé à l'estomac. Je ne bougeais pas. Je ne respirais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ta mère ne sait pas. Je sais. Mais j'ai vu ta voiture garée dans la rue. Tu n'es jamais revenu chercher le chargeur. Tu es resté là pendant 10 minutes, puis tu es parti. Tu as entendu toute la conversation dans la chambre. Il fit un pas de plus vers moi. Et si je l'ai fait? Alors tu sais ce que nous prévoyons. Et pourtant, tu es là, en train de faire tes valises, acceptant de nous retrouver à la porte. Ses yeux se plissèrent. Pourquoi, Vivien? Pourquoi te présenterais-tu encore? Parce que je vais tout détruire. Je voulais crier. Parce que je veux que tu souffres comme j'ai souffert. Parce que j'agis comme si j'avais tout laissé tomber pendant 42 ans pour ton propre bien. Il le dit sans ironie. Mon bien ou le tien? Il me fixa un long moment, la mâchoire contractée. Il n'était pas désolé. C'était la prise de conscience qui rompit enfin le dernier lien qui me retenait à lui. Il n'était pas là pour s'excuser. Il était là pour gérer la situation. Il était là pour s'assurer que l'actif ne deviendrait pas incontrôlable. Il se retourna et se dirigea vers la porte. Il posa sa main sur la poignée, puis marqua une pause. J'ai essayé de te prévenir. Non, tu as essayé de me faire taire. Il ouvrit la porte et sortit dans le couloir. Tu fais une erreur, Vivien. Ne viens pas à l'aéroport demain. Il referma la porte. Je la verrouillai. Je remis la chaîne. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine manipuler la glissière métallique. Il savait. Il savait depuis des semaines que je savais qu'il m'abandonnait. Et il m'avait laissé souffrir en silence. Il m'avait regardé venir dîner, m'avait regardé réserver les billets, m'avait regardé sourire, tout en sachant qu'il allait me laisser sur un trottoir à Cleveland. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis. L'écran se brouilla à travers les larmes que je n'avais pas réalisées coulaient. Maman. Je fixai le nom. La réaction en chaîne avait commencé. Franck l'avait appelé de la voiture. L'équipe de confinement arrivait. Je m'essuyai le visage avec le revers de la main et répondis, « Maman, ton père me dit que tu sais. » Sa voix était glaciale. La chaleur performative avait disparu. Le masque était brisé au sol. Et maintenant? Ne joue pas, Vivien. Tu n'es pas doué pour ça. Je suis meilleur que tu ne le penses. Vraiment? Sois clair. Si tu fais quoi que ce soit pour perturber ce mariage. Quoi? Que vas-tu faire? Je ferai en sorte que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. La sœur jalouse et amère qui ne supportait pas de voir Paige heureuse. La vieille fille qui a tout gâché à cause d'un prêt d'il y a 12 ans. Je serrai le téléphone plus fort. Tu penses que quelqu'un va croire ça? Ils me croiront. Ils me croient toujours parce que je suis la mère qui a tout sacrifié. Et toi? Tu n'es que la fille difficile, celle qui fait des crises. La pièce sembla rétrécir. Les murs de mon appartement me pressaient. C'était le manuel de manipulation que je connaissais par cœur. Si tu ne peux pas nier la vérité, discrédite le témoin. Tu bluffes, dit-elle.
Tu veux savoir? Il y eut un silence sur la ligne, un silence lourd. Que veux-tu? Demanda-t-elle. Je veux que tu me laisses tranquille après-demain. Et si je ne le fais pas? Alors 287 invités au mariage reçoivent un email très intéressant. J'entendis son inspiration brusque. Tu n'oserais pas. Tu allais m'abandonner à l'aéroport, maman, de quoi exactement penses-tu que je ne suis pas capable? Elle raccrocha. Je baissai le téléphone. Ma main tremblait de façon incontrôlable maintenant. Je m'assis par terre, le dos appuyé contre la porte comme si mon poids corporel pouvait empêcher le monde d'entrer. J'avais révélé mes cartes. Maintenant, il savait que j'avais des preuves. Maintenant, il savait que j'avais un plan. L'horloge murale passe à minuit, puis 1h du matin. J'étais assise dans l'obscurité, la seule lumière provenant des lampadaires extérieurs. Ma bouteille de vin était vide. Mon téléphone vibra de nouveau. Paige. Je fermai les yeux. C'était l'appel que je craignais le plus. Je répondis, Paige, comment as-tu pu? Sa voix était humide, épaisse de larmes. Comment j'ai pu? Ce que maman m'a dit? Elle m'a tout raconté sur ton enregistrement. Ton plan pour ruiner mon mariage. Paige, ce n'est pas. Tu me hais à ce point. Elle sanglotait maintenant. Le son était saccadé et brut. Toute ma vie, j'ai essayé de t'inclure. J'ai essayé d'être une bonne sœur et tu vas détruire le jour le plus important de ma vie à cause d'un prêt d'il y a des années. Je me redressai. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas vraiment le plan de l'aéroport. Maman l'avait eu la première. Maman avait manipulé le récit. Paige, écoute-moi. Ils allaient m'abandonner à l'aéroport. Me laisser là après avoir utilisé mon argent pour les billets. C'est insensé. Maman ne ferait jamais ça. J'ai des enregistrements. Je me fiche de tes enregistrements. Tu es malade, Vivien. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu as toujours voulu ce que j'ai. Paige, c'est reparti. Le prêt. Le prêt. C'est toujours le prêt. Passe à autre chose. 47 000 $, Paige. Je criais les mots, ma voix se brisant, falsifiée en mon nom. Je l'ai payé pendant 12 ans pendant que toi, pendant que moi. Quoi? J'avais une vie? J'étais heureuse? Ce n'est pas ma faute. La ligne se tut à l'exception de sa respiration. Maman avait raison à ton sujet, dit-elle, sa voix dure et méconnaissable. Tu es toxique. Tu es égoïste. Et si tu fais quoi que ce soit demain, je ne te parlerai plus jamais. Tu me parles à peine maintenant. Considère ça comme définitif. La ligne coupa. Je fixai le téléphone dans l'obscurité. Elle était partie. Pas seulement pour le mariage. Pour toujours. Je regardais mon ordinateur portable. L'ébauche de mail était toujours ouverte. 287 noms. Qu'est-ce que je faisais? Le plan avait semblé juste il y a 1 heure. Il avait semblé être de la justice. Maintenant, il semblait creux. Je jouerais l'enregistrement. Ils seraient humiliés. Et puis, quand je prendrais l'avion pour Bali seul, ils iraient à Hawaï et je serais toujours le problème. La sœur folle qui a ruiné le mariage. Est-ce ce que je voulais? Leur donner raison en détruisant tout? Mon doigt plana au-dessus du bouton de suppression. J'étais seul dans l'obscurité et pour la première fois, je n'étais pas sûr que la vérité valait le prix du silence. 3 heures du matin et l'heure où les défenses du monde sont abaissées. C'est le moment où le bruit de la circulation et de la télévision s'estompe, vous laissant seul avec les pensées que vous avez passé toute la journée à fuir. Mon appartement à Lakewood était plongé dans le noir. J'étais assise par terre dans ma chambre, le dos pressé contre le côté du matelas, les genoux ramenés à ma poitrine. Mon téléphone était posé sur le tapis, l'écran sombre, silencieux après le barrage de notifications. Je n'avais pas dormi. Je ne pouvais pas dormir. Les mots de Paige résonnaient dans le silence. Tu es toxique. Tu es égoïste. 42 ans. Qu'est-ce que j'attendais? Qu'il me voie. Des excuses qui effaceraient des décennies de négligence. Que ma mère se réveille soudainement et réalise qu'elle avait 2 filles, pas seulement une.
Ça n'allait jamais arriver. Je pouvais jouer cet enregistrement 1000 fois. Je pouvais envoyer 1000 emails. Je pouvais me tenir au milieu de l'aéroport Cleveland Hopkins et crier la vérité jusqu'à ce que ma gorge saigne. Et il trouverait toujours un moyen de faire de moi la méchante. Il réécrirait le scénario. Je serais la vieille fille hystérique qui a essayé de ruiner le mariage de l'enfant d'or. Si je n'avais pas tort, alors ils l'avaient. Et leurs égos étaient trop fragiles pour survivre à leur tort. Alors, à quoi bon? Pourquoi détruire ma vie si les débris allaient de toute façon me retomber dessus? Mon téléphone s'alluma. La luminosité soudaine me fit sursauter. Je fixai le nom sur l'écran. Tante Ruth, la sœur aînée de ma mère, la bibliothécaire qui vivait à Evanston et envoyait des cartes pour chaque petite fête. Elle n'appelait jamais à 3 heures du matin. Je décrochai, ma main tremblante. Tante Ruth. Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle. Sa voix était rauque, matinale. Quelque chose m'a dit d'appeler. Tu vas bien? Non. Le mot se brisa au milieu. Dis-moi. Alors je le fis. Je lui racontai tout. Je lui racontai l'écoute dans le couloir, le microphone parabolique, le plan de m'abandonner à la porte, la confrontation avec Frank, l'appel téléphonique avec Paige. Je déversai tout dans le récepteur. 42 ans de poison quittant enfin mon système. Ruth écouta. Elle ne halta pas. Elle n'interrompit pas. Elle respirait juste à l'autre bout de la ligne. Une présence stable et rassurante. Quand j'eus fini, le silence s'étira entre nous. Ma chérie, dit Ruth doucement. Puis-je te raconter quelque chose? Quand tu avais 8 ans, je suis venu à ta pièce de théâtre scolaire. Celle que tes parents ont manquée à cause du tournoi de football de Paige. Je me souviens. J'étais un arbre. J'avais une réplique. Tu étais si petite là-haut sur cette scène. Et quand le public a applaudi à la fin, tout le monde s'inclinait et souriait. Mais toi, tu as juste regardé la foule. Tu scannais les rangs. Tu les cherchais. Je fermais les yeux. Je pouvais sentir la chaleur des projecteurs de scène, le feutre rugueux du costume. Et quand tu ne les as pas vus, ton visage. La voix de Ruth trembla. Je n'ai jamais oublié ce visage. C'était le visage de quelqu'un qui réalisait qu'il était seul. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que tu les as cherchés toute ta vie, Vivien. Dans chaque pièce, à chaque remise de diplôme, à chaque promotion, tu es toujours cette fille de 8 ans qui scannait le public, espérant que cette fois ils seront au premier rang. Elle marqua une pause. Vivien, ils ne seront jamais là. Pas comme tu en as besoin. Des larmes coulaient de mes yeux, chaudes et silencieuses. Je sais, murmurai-je. Si tu joues cet enregistrement pour qu'ils t'entendent enfin, tu seras déçu. Ils n'entendront pas. Ils vont juste manipuler. Ils vont dévier. Ils vont faire de toi la méchante parce que c'est le seul rôle qu'ils t'ont écrit. Alors pourquoi le faire? Pourquoi ne pas simplement supprimer les fichiers et disparaître? Ruth soupira, un long son las. Peut-être que tu ne le joues pas pour eux. Peut-être que tu le joues pour toi, pour que tu puisses enfin cesser de te taire. Pour que tu puisses enfin exister à voix haute. J'étais assise là dans l'obscurité, le téléphone pressé contre mon oreille. Exister à voix haute. Dors un peu, ma chérie, dit Ruth. Quoi que tu décides de faire, je suis fier de toi. Elle raccrocha. Je restai par terre jusqu'à ce que l'obscurité commence à s'estomper. À 4h15, la cafetière automatique dans la cuisine gargouilla à la vie. Le son était domestique, normal, complètement en décalage avec la révolution qui se déroulait en moi. Je me levai. Mes articulations étaient raides. Je marchai jusqu'à la salle de bain et allumai la lumière. La femme dans le miroir semblait détruite. Ses yeux étaient cernés de rouge, sa peau pâle. Mais il y avait autre chose dans son expression, une dureté qui n'était pas là la veille. La question de Ruth résonna dans la pièce carrelée. Pour qui tu le joues? L'ancienne réponse était simple. Pour eux, pour les blessés, pour les forcer à regarder les dégâts qu'ils avaient causés, mais ils étaient incapables de regarder. La compréhension exigerait qu'ils acceptent qu'ils avaient été des monstres pendant 42 ans. Leur survie dépendait de leur aveuglement. Alors, pour qui était-ce? C'était pour moi.
Pendant 42 ans, j'avais avalé ma voix. J'avais hoché la tête quand je voulais crier. J'avais accepté leur version de l'histoire parce que se battre était trop épuisant. Je les avais laissés m'effacer parce que je pensais que si je me faisais assez petite, ils pourraient enfin avoir de la place pour m'aimer. L'enregistrement n'était pas une vengeance. C'était une preuve. C'était la preuve que je n'étais pas folle. La preuve que ce qui m'était arrivé était réel. La preuve que je méritais de prendre ma place dans le monde. J'éclaboussais de l'eau froide sur mon visage. Je ne jouais pas l'enregistrement pour leur prouver quelque chose. Je le jouais pour me prouver quelque chose à moi-même, que ma voix comptait. Que ma vérité comptait. Même si personne d'autre ne l'entendait, même si tous me traitaient de folle, je le saurais. Et pour la première fois de ma vie, c'était suffisant. Je m'essuyais le visage. Nouveau plan, pas de vengeance, la liberté. Jouer l'enregistrement, non pour les détruire, mais pour cesser de mentir pour eux. Envoyer l'email, non pour brûler les ponts, mais pour éclairer le chemin de sortie. Monter dans l'avion, non pour fuir, mais pour courir vers une vie où j'existais. Je marchais jusqu'au salon à 4h30. Le ciel dehors devenait la couleur d'une prune contusionnée. Je m'assis devant mon ordinateur portable. L'écran s'alluma, l'ébauche de mail attendant. Elle était en colère. Elle était accusatrice. C'était un cri d'aide déguisé en attaque. Je surlignais le texte et appuyais sur supprimer. Je recommençais à taper. Mes doigts bougeaient régulièrement. Chers amis et famille, j'envoie ceci depuis l'aéroport de Cleveland Hopkins où mes parents viennent d'essayer de m'abandonner après avoir utilisé mon argent pour leur billet pour le mariage de ma sœur. Les enregistrements ci-joints parleront d'eux-mêmes. Je ne vous demande pas de prendre parti. Je vous demande de connaître la vérité. Pendant 42 ans, je suis restée silencieuse pour maintenir la paix. La paix qui m'a coûté $47 000. La paix qui m'a effacé des photos de famille. La paix qui était toujours à leurs conditions. J'en ai fini de maintenir cette paix. Ce que vous ferez de cette information dépend de vous. Vivien Keegan. Je sauvegardais l'ébauche. Pas d'envoi programmé cette fois. J'appuierai sur le bouton moi-même. Je pris mon téléphone et envoyai un SMS à Joël. Changement de plan. J'écoute toujours l'enregistrement. J'envoie toujours l'email, mais il ne s'agit plus de vengeance. Les 3 points apparurent presque instantanément. Il était réveillé. De quoi s'agit-il? D'exister. Je surveillerai à distance. Signal si tu as besoin d'extraction. Merci Joël, pour tout. Va exister, gamine. Je fermai l'ordinateur portable et le glissai dans mon sac messager. Je marchai jusqu'à la porte et pris mon bagage à main. Je regardai une dernière fois mon appartement. Il était propre. Il était ordonné. C'était la cage que je m'étais construite pour rester en sécurité. C'était la dernière fois que je serais la Vivien qui avalait sa voix. Quand je reviendrais, si je revenais, je serais quelqu'un de différent, quelqu'un qui parlait. J'ouvris la porte et sortis dans l'air frais du matin, vers l'aéroport. Vers la vérité, vers ce qui allait suivre. L'autoroute menant à l'aéroport était vide à 4h45. Les lumières des rues défilaient en un flot rythmique d'orange et de noir. 40 minutes jusqu'à l'aéroport, 15 minutes pour se garer et passer la sécurité. À la porte c'est 14 avant 5h25, 5 minutes avant qu'ils ne m'attendent. L'enregistrement durait 2 minutes et 47 secondes. L'email serait envoyé à 5h32. Mon vol pour Chicago, la première étape du voyage vers Bali, embarquait à 6h15, mais les chiffres n'avaient plus d'importance. La chronologie n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était l'acte lui-même. J'allais parler à voix haute en public pour la première fois de ma vie. J'allais laisser les gens entendre qui était vraiment ma famille, qui j'étais vraiment. Je serrais le volant. Je regardais mes mains. Elles ne tremblaient pas. Pendant des semaines, chaque fois que je pensais à ce moment, mes mains avaient tremblé de terreur. Maintenant, il n'y avait qu'un étrange calme plat, le genre de calme qui vient quand on a fait la paix avec le pire scénario. Il pouvait me haïr. Il pouvait me renier. Il pouvait dire au monde que j'étais folle. Qu'il le fasse. J'avais la vérité. Le panneau de sortie pour Cleveland Hopkins apparut dans les phares.
Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais mérité ce moment en leur survivant, en les documentant, en refusant de disparaître. Je signalai à droite et pris la bretelle de sortie. Les lumières du terminal brillaient devant, un phare dans l'aube grise. Je conduisis vers elle, stable et prête. À 5h25 du matin, l'aéroport Cleveland Hopkins était dans cet étrange état de suspension entre la nuit et le jour. L'air sentait la cire à plancher et la première fournée de bretzel anti-anis cuisant au loin, une odeur douceâtre qui me tapissait le fond de la gorge. Le terminal bourdonnait de la basse vibration électrique des lumières fluorescentes et du cliquetis rythmique des roulettes des valises sur le terrazzo. Je marchais vers la porte C14, mon sac messager pressé contre ma hanche. Je ne me cachais pas. Je ne me faufilais pas. Je me déplaçais avec le pas régulier et sans hâte d'une femme qui savait exactement où étaient les sorties. Je les vis avant qu'ils ne me voient. La famille Keegan occupait un groupe de sièges près de la fenêtre, un petit écosystème de dysfonctionnement au milieu des voyageurs endormis. Ma mère, Doreen, était debout, son téléphone pressé contre son oreille, scrutant la foule avec la concentration prédatrice d'un faucon. Elle portait un chemisier de villégiature à fleurs qui paraissait criard dans l'aube grise de l'Ohio. Mon père était assis sur une chaise en vinyle, un journal levé comme un bouclier, faisant semblant de lire tout en sirotant un café dans un gobelet en styromousse. Et il y avait Paige, debout avec Derek, lui montrant quelque chose sur l'écran de son téléphone, inconsciente de la tension émanant de nos parents. Je m'arrêtai derrière un pilier en béton à 9 mètres de distance. Je ne me cachais pas. Je me positionnais. À ma droite se trouvait la porte de maintenance beige. À ma gauche se trouvait la famille qui m'avait façonné puis avait essayé de m'effacer. Je vis ma mère abaisser son téléphone. Elle se tourna vers Frank. Elle est en retard, claqua Doreen, sa voix portant au-dessus du faible murmure de la zone d'embarquement. Je savais qu'elle serait en retard. Peut-être qu'elle ne vient pas, grommela Frank en tournant une page. Après tout ça, elle viendra. Elle vient toujours. Elle ne peut pas s'en empêcher. Je sentis un clic froid et dur au centre de ma poitrine. Elle ne peut pas s'en empêcher. C'était la confirmation finale. Dans son esprit, j'étais une créature d'habitude, un chien qui reviendrait toujours à la main qui le battait parce qu'il ne connaissait pas d'autre moyen d'être nourri. Elle comptait sur ma faiblesse. Elle misait sur mon besoin désespéré d'inclusion. Je regardais la porte de maintenance. Elle avait raison. Je ne pouvais pas m'en empêcher, jusqu'à aujourd'hui. Je me dirigeais vers la porte beige. Je composais le code que Dana m'avait donné. 7734. Le verrou se désengagea avec un bruit mécanique lourd. Je me glissai à l'intérieur. La pièce était exactement comme lors de la répétition. Conduit apparent. L'odeur de chaleur sèche et la boîte grise sur le mur. Je vérifiai ma montre. 5h28. 2 minutes avant le début de l'embarquement pour le vol vers Atlanta, qui partageait la zone d'embarquement. Je sortis le câble auxiliaire de mon sac. Je le branchai à mon téléphone. Je branchai l'autre extrémité au panneau. J'ouvris le fichier intitulé « La vérité ». Mon pouce plana au-dessus du bouton de lecture. C'était ça, le point de non-retour. Une fois que j'aurais appuyé sur ça, il n'y aurait plus de retour au dîner du dimanche. Il n'y aurait plus de retour à être la personne fiable. Il n'y aurait que la terre brûlée. Je pris une inspiration. J'appuyai sur lecture. Un grésillement aigu déchira le terminal C. Il fut suivi du sifflement aigu d'un Larsen qui fit grimacer et se boucher les oreilles à 50 personnes. Puis le silence. Et puis la voix de ma mère emplit l'espace caverneux, amplifiée à un volume divin. Utilise son argent pour les billets. Elle ne s'en apercevra même pas avant que nous soyons déjà à la porte. Je regardai à travers la fente de la porte. La réaction fut instantanée. Les passagers se figèrent. Les tasses de café s'arrêtèrent à mi-chemin des bouches. Un enfant près du pupitre pointa le plafond. À la fenêtre, la tête de Doreen se releva brusquement. Son visage devint blanc, un masque de choc qui semblait presque comique. Frank laissa tomber son journal, les pages se dispersant sur le sol. Et après? Elle finira par le découvrir. La voix enregistrée de mon père résonna, profonde et indifférente. Et alors? Nous serons à Hawaï. Elle sera coincée au terminal. Le temps qu'elle trouve comment réserver à nouveau,
le mariage sera terminé. Une femme au premier rang halta. Quelqu'un murmura, oh mon Dieu. Paige se retourna, regardant les haut-parleurs du plafond, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Qu'est-ce que... C'est maman? L'enregistrement continua, impitoyable et clair. Tu veux l'abandonner à l'aéroport? Je veux un mariage paisible pour Paige sans que l'énergie de Vivien ne gâche tout. Le murmure de la foule se transforma en un grondement. Les gens se levaient maintenant, regardant autour d'eux, regardant la famille près de la fenêtre. Je vis Derek s'éloigner de Paige, une retraite physique subconsciente de la zone d'explosion. Honnêtement, Frank, nous lui rendons service. Elle serait malheureuse au mariage, assise seule pendant que tout le monde danse. De cette façon, elle évite l'humiliation. L'enregistrement se termina. Le silence qui suivit fut plus fort que la diffusion. C'était un vide aspirant l'air du terminal. Je poussai la porte. Je sortis dans la lumière fluorescente. Je ne courus pas. Je ne criai pas. Je marchai vers la porte, la tête haute, comme je marchais dans les salles de conférence pour annoncer de mauvaises nouvelles concernant des violations de sécurité. Tous les yeux du terminal me trouvèrent. C'était une sensation physique, le poids de 100 regards. Vivien. Le cri de ma mère était strident, brisant le choc. Vivien, comment oses-tu? Elle se jeta sur moi, son visage déformé en quelque chose de laid et d'irreconnaissable. Frank se leva en catastrophe, renversant son café. Je m'arrêtai à 3 mètres d'eux. Je parlais, et ma voix était ferme, projetant sans crier. C'était ma mère qui planifiait de m'abandonner à cet aéroport en utilisant de l'argent qu'elle a pris de mon compte. Une femme près du pupitre se couvrit la bouche. Un homme en costume secoua la tête, regardant Frank avec un pur dégoût. Pour information, continuai-je, regardant droit vers la foule, pas vers mes parents. Je suis Vivien Keegan, la fille qu'il prévoyait d'abandonner. Vivien. Doreen m'atteignit, me saisissant le bras, ses doigts s'enfonçant dans mon blazer. Tu as détruit cette famille. Tu as tout gâché. Je retirai mon bras. Ce fut un mouvement vif et violent qui la fit trébucher en arrière. Non, maman. J'ai documenté cette famille. La destruction est arrivée il y a des années, par vous. Tout ce que j'ai fait a été pour cette famille. Pour Paige? Pour vous-même? Jamais pour moi. Vivien. Ça suffit. Frank s'interposa entre nous, la poitrine gonflée, essayant d'invoquer l'autorité qu'il avait exercée sur moi depuis ma naissance. Ça suffit, Vivien. Je le regardais. Je le regardais vraiment. Il n'était qu'un vieil homme en coupe-vent qui avait laissé sa femme consumer ses enfants. C'est ce que tu dis toujours, n'est-ce pas? Ma voix était de l'acier froid. Ça suffit, Vivien. Laisse tomber, Vivien. Ne contrarie pas ta mère, Vivien. Eh bien, papa, 42 ans de ça suffit, vive point. Paige poussa Derek. Son mascara coulait en traînées sombres sur ses joues parfaites. Tu ne peux pas. C'est mon mariage. Tu as tout gâché. Je regardais ma sœur, l'enfant d'or, celle qui n'avait jamais eu à demander parce que tout lui était toujours donné. Je sais, Paige. C'est pourquoi 287 invités viennent de recevoir un email avec cet enregistrement joint. La couleur quitta son visage. Elle regarda son téléphone, qui s'illuminait déjà dans sa main. Tu l'as envoyé à tout le monde? Tout le monde. La liste des invités. La liste des fournisseurs. Tes amis, la famille de Derek. Doreen laissa échapper un son qui était à moitié sanglot, à moitié cri. Pourquoi, chuchota Paige. Parce que j'existais. Je le dis simplement. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai refusé d'être invisible. Et vous appelez ça ruiner. Je plongeai ma main dans mon sac et en sortis ma carte d'embarquement. Je la levai. Mon vol embarque dans 30 minutes. Pas le vol pour Hawaï. Vous pouvez y aller sans moi, comme vous l'aviez prévu. Où vas-tu? La voix de ma mère tremblait maintenant, dépouillée de son pouvoir. Quelque part où vous ne pourrez pas me trouver. Quelque part où vous ne pourrez pas m'atteindre. Quelque part où je pourrai enfin respirer. Je leur tournai le dos.
Ce fut la chose la plus difficile et la plus facile que j'ai jamais faite. Adieu, maman. Adieu, papa. Je commençais à marcher. Ne me contactez pas. Je ne regardais pas en arrière. Je ne regardais pas la foule qui s'ouvrait devant moi comme la mer Rouge. Je ne regardais pas Derek, qui fixait sa fiancée comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Je marchais simplement, un pied devant l'autre, vers le hall. La porte C24 était un monde différent. La lumière semblait plus brillante ici, l'air plus pur. Les passagers faisaient la queue pour le vol vers Chicago, la première étape du long voyage vers l'Est. Je me tins près de la fenêtre, regardant l'équipe au sol charger les bagages. Mon cœur ralentissait, trouvant un nouveau rythme régulier. Sacré vive. Je me retournai. Dana se tenait là dans son uniforme de la TSA, les yeux écarquillés, une main sur son badge. Tu as entendu? Tout le terminal a entendu. La sécurité envahit la C14, essayant de comprendre si c'était un piratage. J'ai dit à mon superviseur que ça ressemblait à un problème technique avec le flux du PA. Merci, Vive. Tu vas bien? Je réfléchis à la question. Mes mains étaient vides. Mon pont était brûlé. Ma famille implosait probablement à 500 mètres de là. Je crois que oui, dis-je. Et pour la première fois, je le pensais. C'était intense. 42 ans d'intensité. Où vas-tu? Bali? Je n'y suis jamais allé. Il me semblait que c'était le bon moment pour commencer. Dana sourit, une expression sincère et chaleureuse qui me fit l'effet du soleil sur mon visage. Elle s'avança et me serra dans ses bras. À la fête d'anniversaire de mes enfants. Quand tu reviendras, j'y serai. Promis. Plus de cachettes. Plus de cachettes. L'agent de bord prit le microphone. Embarquement des passagers de première classe pour le vol 492 à destination de Chicago, en correspondance pour Tokyo et Denpasar. Je me détachai de Dana. Je pris mon sac. Je marchai jusqu'au scanner. Je remis ma carte d'embarquement. La machine émit un bip joyeux et affirmatif. Je montai sur la passerelle. Le tunnel vibra sous mes pieds. Je pensais que je me sentirais triomphante. Je pensais que je ressentirais un afflux d'adrénaline, de victoire. Non. Je me sentais légère. Comme si la gravité m'avait relâché. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une victoire. C'était juste un soulagement. Le soulagement de ne plus porter un secret qui n'était pas le mien. Je trouvais mon siège en 2A. Il était large, en cuir, sentant le nettoyant cher. Je m'assis et attachai ma ceinture. Une hôtesse de l'air apparut avec le plateau. Champagne, madame? Non, merci. De l'eau, s'il vous plaît. Je sortis mon téléphone de ma poche. L'écran était un kaléidoscope de notifications. 110 appels manqués. Je fis défiler. Maman, 47 appels manqués. Papa, 23 appels manqués. Paige, 31 appels manqués. Les SMS défilaient si vite que je ne pouvais pas tous les lire. Paige, comment as-tu pu? Paige, tu es morte pour moi. Paige, je ne te pardonnerai jamais. Maman, appelle-moi immédiatement. Maman, ce n'est pas fini. Maman, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Papa. Vivien. Juste mon nom. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste la convocation d'un homme qui réalisait que son contrôle s'était évaporé. Un nouveau SMS apparut d'un numéro inconnu. C'est Megan, l'amie de Paige. Je viens d'entendre l'enregistrement. Je suis tellement désolé. Ta famille est folle. Et puis un autre. Le fil de mai du mariage explose. Personne ne peut croire ce que ta mère a dit. Certaines personnes demandent si elle devrait toujours y aller. Je fixai les mots. Je n'avais pas cherché à annuler le mariage. J'avais juste dit la vérité. Ce que les gens faisaient de la vérité dépendait d'eux. Si le mariage s'effondrait sous le poids de la réalité, alors il n'avait jamais été construit sur des bases solides. Madame, l'hôtesse de l'air toucha doucement mon épaule. Nous reculons. J'ai besoin que vous mettiez votre téléphone en mode avion. Je regardai l'écran une dernière fois.
110 appels manqués. 110 tentatives de me ramener dans l'obscurité. Je ne le mis pas en mode avion. Je maintenais le bouton d'alimentation. Glisser pour éteindre. L'écran devint noir. Pour la première fois en 42 ans, personne ne pouvait me joindre. L'avion roula jusqu'à la piste. Les moteurs rugirent à la vie. Un vrombissement profond et puissant qui vibra à travers le siège et dans mes os. Nous accélérâmes. Le sol se brouilla à l'extérieur de la fenêtre, puis l'envol. La sensation de chute de l'estomac de quitter la terre derrière soi. Nous traversâmes la couche de nuages gris de l'Ohio pour atteindre la lumière aveuglante du soleil au-dessus. Je regardais la mer de nuages blancs. C'était calme ici. Le chaos de la porte C14 était à des milliers de pieds en dessous, rétrécissant à chaque seconde. J'avais l'habitude d'imaginer ce moment. J'avais l'habitude de répéter les conséquences sous la douche, imaginant les disputes, les cris, les batailles juridiques. Mais assise ici à 38 000 pieds, il n'y avait pas de cris. Je sentis une tristesse s'installer dans ma poitrine. Mais c'était une tristesse propre. C'était le deuil des parents que je n'avais jamais eus, de la sœur que je n'avais pas pu sauver, des années que j'avais passées à auditionner pour un rôle que je n'allais jamais obtenir. Mais sous la tristesse, il y avait autre chose. Le soulagement. Le soulagement de ne plus faire semblant. Le soulagement d'exister. À voix haute. Pour la première fois. Je vis mon reflet dans la fenêtre en plexiglas. Une femme avec des cernes sous les yeux, mais avec une détermination dans la mâchoire qui n'avait pas été là avant. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Peut-être que le mariage aurait lieu. Peut-être pas. Peut-être que Paige me pardonnerait dans 10 ans. Probablement pas. Peut-être que mes parents comprendraient. Certainement pas. Mais voici ce que je savais. J'avais dit la vérité. Et la vérité m'avait libéré. Pas eux. Moi. Quelque part en dessous, ma famille était soit encore en train de crier à une porte d'aéroport, soit assise dans un silence maussade sur un vol pour Hawaï. Je ne le saurais jamais. Et pour la première fois, je n'avais pas besoin de savoir. Je m'adossai et fermai les yeux. L'avion me portait vers l'ouest, poursuivant le soleil vers un endroit où je n'étais jamais allé. Vers une femme que je n'avais jamais été, vers une vie où j'existais. Pas comme bouc émissaire, pas comme la personne fiable, pas comme la fille invisible, juste comme Vivian. Finalement, juste comme moi-même. Nous confondons souvent être bon avec être silencieux. On nous enseigne, surtout en tant que femme, que maintenir la paix est la plus haute vertu. Nous croyons que si nous absorbons suffisamment de douleur, si nous réglons suffisamment de problèmes, et si nous nous faisons assez petites pour nous glisser dans les fissures, finalement les gens que nous aimons le remarqueront. Finalement, ils apprécieront le sacrifice. Mais l'histoire de Vivian nous enseigne une vérité brutale et nécessaire. On ne peut pas aimer quelqu'un au point qu'il nous traite avec respect. On ne peut pas surfonctionner pour être valorisé. Il y a des gens dans ce monde qui prendront autant que vous donnez. Et quand vous serez enfin à sec, ils vous reprocheront d'être vide. Le piège le plus dangereux de cette histoire n'était pas le plan établi à une porte d'aéroport. C'était le piège de croire que le silence achète la sécurité. Non. Le silence ne protège que les personnes qui vous blessent. Il leur permet de réécrire l'histoire, de se peindre en héros et vous en fardeau. Rompre ce silence semble terrifiant. On a l'impression d'être celle qui détruit la famille. Mais il faut se demander quel genre de famille exige votre effacement pour survivre. Si votre relation avec quelqu'un dépend de vous ne parlant jamais votre vérité, alors vous n'avez pas de relation. Vous avez une prise d'otage. Peut-être vous reconnaissez-vous en Vivien. Peut-être êtes-vous la personne fiable de votre famille. Celle qui paie toujours l'addition. Celle qui s'excuse toujours la première. Celle qui va toujours bien, même quand vous vous noyez. Vous pensez peut-être que vous maintenez la paix, mais vous menez en réalité une guerre contre vous-même. La vraie paix n'exige pas que vous disparaissiez. Le vrai amour ne vous demande pas de vous immoler pour réchauffer les autres. Alors, je dois vous demander, quelle vérité avalez-vous aujourd'hui juste pour maintenir le cap? Qui protégez-vous avec votre silence? Et surtout, si vous cessiez de tout arranger pour les autres, serait-il toujours là? Ou découvririez-vous, comme Vivien, que votre valeur pour eux n'a toujours été que ce que vous pouviez leur apporter? Parfois,
La seule façon de se trouver est d'arrêter d'attendre d'être trouvé. Parfois, il faut arrêter d'attendre une invitation à sa propre vie. Il faut réserver le billet. Il faut s'éloigner de la porte. Il faut décider que d'être le méchant dans leur histoire déformée est mieux que d'être un fantôme dans la vôtre, parce que vous méritez d'exister à voix haute, selon vos propres termes. Et il n'est jamais trop tard pour commencer.